Voilà, cette conférence est maintenant enregistrée. C'est un immense privilège de vous présenter mon ami François. Donc, François Quézin est belge-argentin. C'est également un docteur en biologie et un coach professionnel certifié PCC, mais certifié par l'International Coach Federation. Il a été le président de ICF Antenne Aquitaine Grand Sud-Ouest en France. Il est désormais basé à Paris et, comme je vous disais, notre partenaire pour offrir le programme à Paris. Passez le mot. François est coach leader et coach mentor chez Coaching de gestion. Et il a également occupé des postes de directeur en environnement, santé, sécurité et ressources humaines de 2 entreprises multinationales, œuvrant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et la métallurgie. C'est également fondateur de Morena Coaching International et j'attire votre attention sur le terme international. C'est un réseau de professionnels de l'accompagnement répartis dans 20 pays, 4 continents et qui mène des missions auprès d'entreprises dans la conduite de leur développement, notamment en Europe et en Amérique latine. François, il me fait un immense plaisir de te céder la parole. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Merci Nadine. Je vais partager donc l'écran. Et je vais me faire discret. Oui, ça doit être celui-ci, je pense. Attends. Alors, ça a changé de place. Voilà, je l'ai. Ok. Parfait. Bon. Petite seconde. Voilà. Merci Nadine de ta présentation. Je suis vraiment heureux une fois de plus de te revoir, d'être en contact avec des confrères, des collègues, aussi des membres du réseau dont tu parlais et des personnes que je connais pas. Pour moi, c'est un vrai honneur de pouvoir partager une passion finalement avec vous, qui est l'entreprise de demain. Je pense que je dois pas être le seul à être passionné pour ce sujet, mais c'est un sujet qui réveille tout le temps ma curiosité au fur et à mesure que j'avance avec mes clients essentiellement. Je vais simplement vous partager des perceptions. Il y a quelques données, il y a quelques faits qui montrent un petit peu vers où vont les choses, je pense. Et ayant fait ce constat avec vous, après la deuxième moitié de notre conférence porterait sur finalement, à quoi pense-t-on, nous les coachs, qui sommes face à des personnes qui veulent construire leur entreprise de demain, n'est-ce pas? Donc, pour François, moi, je m'excuse, je vais t'interrompre un petit instant. oui. Mm-hmm. Certaines personnes ont peut-être un petit écran et l'image de François peut empiéter sur la présentation. Tout Par à contre, fait. si vous regardez juste au-dessus de l'image, il devrait y avoir des boutons pour vous permettre de minimiser l'image ou de la déplacer de façon à ce qu'elle ne nuise pas à votre Parfait. vision de la présentation. Ok, merci bien. Bon, est-ce que ça va avancer? Ok, mais parlons d'abord l'entreprise de demain. Si on en parle beaucoup, c'est parce que c'est une entreprise dont on ne sait pas vraiment comment va-t-elle être, n'est-ce pas? Tellement les changements aujourd'hui au niveau mondial sont prononcés, en fait. Hein. Donc, ce que je vais passer un petit peu en revue, ce sont des choses que vous savez certainement. Moi, simplement, je les résume, je les mets en relief. Bon, ça, c'est un client, justement, une façon de me payer, c'était de faire des dessins animés pour cette conférence. Et, et voilà, je lui ai dit, bon, un monde qui a du mal à être durable, dessine-moi ça, me dit-il. Je lui dis, et il a fait ça en quelques minutes seulement. C'est un metteur en scène en fait qui en plus est dessinateur. Qu'est-ce qu'il nous exprime ici? C'est un monde qui est chaque fois plus lourd en fait, qui a une urbanisation croissante. Il faut savoir qu'en 2012, là, 50% de la population était purement urbaine, n'est-ce pas? Donc ça, je dirais, inquiétant. Hein, et une population qui augmente sans cesse, bien sûr. Alors,
Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des crises financières. Hein. Encore, je pense qu'en France, en Europe, on l'a subi beaucoup, dans d'autres pays peut-être moins. Mais aussi, un changement important, c'est qu'il y a une régulation internationale qui fait qu'il y a plus de transparence qu'avant. Les paradis fiscaux sont toujours là, bien sûr, beaucoup d'entre eux, mais ils seront chaque fois moins, en fait. Et des pays qui aujourd'hui étaient considérés comme des paradis fiscaux ne le sont plus. En Europe, je ne vais pas les citer, mais ils sont là. Donc ça, c'est un changement important. On a tous vécu la vache folle, les dioxines et d'autres, je dirais, problèmes liés à la santé, en fait, qui est lié à la grande consommation et à l'alimentation des animaux. Et bon, voilà, on a ça. Ça fait partie de nos crises sanitaires et environnementales, n'est-ce pas? Bon, le changement climatique, n'en parlons pas, qui rend bien plus prononcées toutes les catastrophes liées au vent, à la pluie, à la neige et variations de température. Il y a des choses, des bonnes choses qui vont se passer, mais il y en a d'autres qui sont très incertaines, je dirais. Au niveau du transport, on a des fluctuations très grandes du prix du baril. Aujourd'hui, on a beaucoup de transport, beaucoup de fuel consommé pas cher, mais aussi ce qu'on commence à assister comme changement, c'est une consommation et un achat plutôt collaboratif. Je pense à Airbnb, à Blablacar, à beaucoup de choses qui s'achètent de telle manière à ce que le consommateur soit directement relié aux producteurs sans trop d'intermédiaires. Ça, c'est un changement très, très important, des changements de coûts et un accès plus ouvert, je dirais, au monde de la consommation de la part d'un plus grand nombre de personnes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un changement très important. En même temps, nous avons des entreprises qui ont des défis de plus en plus difficiles et on assiste quand même à une montée en puissance du stress et du burn-out, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre nous, nous sommes des coachs. Ça n'a pas été mon cas, mais je connais pas mal de collègues qui ont été des professionnels comme moi à l'époque et qui ont eu des burn-out et qui se sont ensuite transformés en coach pour accompagner des gens à ne pas l'avoir, justement, parmi d'autres actions qu'ils ont auprès de leurs clients, bien sûr. Alors, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est quelque chose d'absolument important aujourd'hui. Pas beaucoup de monde l'atteint, mais en tout cas, c'est une démarche croissante d'essayer d'équilibrer la vie professionnelle avec la vie personnelle, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, les nouvelles générations, la génération Y, n'est-ce pas? La génération Y et celles qui s'en suivent, ce sont des jeunes qui pensent différemment par rapport aux générations des X ou des baby boomers. Aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Et je reste dans mon entreprise si ce que je fais a du sens. Et je n'ai pas qu'un seul projet, j'en ai plusieurs à la fois. N'est-ce pas? À l'instant, je venais avec du covoiturage justement de Paris. Là, je suis en Bourgogne en ce moment. On parlait exactement de ça avec des jeunes de cet âge-là. Hein, et il y a une vidéo que je vous recommande vraiment pour mieux appréhender cette génération. C'est All Work, All Play ou All Play, All Work. Trouvez-la dans le YouTube. Ça fait 9 minutes en plusieurs langues. C'est extraordinaire. C'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Alors, d'autres changements, bien sûr, l'Internet, les réseaux sociaux, la connexion entre les gens, la connexion entre les gens. Une chose absolument merveilleuse. Il y a moyen d'avoir la tête dans le cloud et faire beaucoup de choses dans la mesure où on a les pieds sur terre, bien sûr. Alors aussi, bon, il y a des innovations absolument impressionnantes. On la connaît déjà, on a vu ça déjà, l'impression, par exemple, en 3D chez nous. On peut faire des jouets si on veut, ou on pourra faire des jouets si on veut pour nos enfants, à partir de l'imprimante, les concevoir, etc. Imprimante 3D. Aussi, c'est en cours de test, mais beaucoup de lunettes et de lentilles oculaires pourront nous permettre de lire nos mails sans forcément aller regarder l'iPhone ou le smartphone, n'est-ce pas? Directement nos mails sur nos yeux. Alors,
ça existe déjà. Des gens qui nous parlent étrangement et qu'on peut absolument traduire tout ce qu'ils nous disent avec notre smartphone en simultané, n'est-ce pas? C'est des changements extrêmement importants. Et aujourd'hui, euh, aussi est en test la mise de capteurs sur des gens, en fait, des ordinateurs vont pouvoir interpréter les pensées d'une personne, d'un utilisateur, et robotiser tout ça, qu'il y ait une réponse technologique derrière nos pensées, n'est-ce pas? Bon. Alors, un monde qui va incroyablement très très vite, des véhicules guidés par des capteurs, des ordinateurs 1000 fois plus puissants lorsqu'on lorsqu'on quittera en fait la pensée binaire, hein, c'est démontré, et on est en cours de s'échapper de la pensée binaire, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle un peu partout, hein, des tablettes qui deviendront flexibles comme du papier, hein, la délégation en ligne générale du cognitif à la technologie. Disons que dans pas si longtemps, on aura un peu des prothèses un peu partout et on délègue quelque part beaucoup de fonctions que nous avons aujourd'hui avec notre cerveau. Et finalement, tout ça, ça nous conduit quelque part à prioriser la créativité, prioriser le cerveau purement, la priorité à l'innovation. Aujourd'hui, existe 10 millions de brevets dans le monde. En 18 ans, il y a eu 2,5 fois de brevets par rapport à cette époque-là, il y a 18 ans. Et on peut dire, par exemple, les statistiques de 2013 montrent que l'augmentation des brevets a été de 12% en une seule année. Il y a une société chinoise de smartphones qui a déposé en 2012 6 000 brevets. Pardon. Donc ça vous donne une idée comment évoluent les choses. Une société qui change très 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 vite, des nouvelles manières de penser, de communiquer, de consommer, n'est-ce pas? Des jeunes générations et de l'interculturalité au pouvoir aujourd'hui. Hein. On donne plus de pouvoir encore aux jeunes, le jeune consommateur de beaucoup de choses auxquelles ils n'avaient pas accès avant, et aujourd'hui via Internet ils peuvent l'avoir. Hein. Les économies émergentes, on parle de l'Asie en particulier, de l'Afrique, hein. Moins émergentes, je dirais, c'est les Amériques et l'Europe, bien évidemment. Des régulations internationales qui rendent de plus en plus transparent tout ça et homogène. Quand on parlait des générations Y, savez-vous qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, déjà les Y, les générations Z, etc., alors que les X et les baby boomers étaient culturellement bien plus attachés à leur pays, aujourd'hui, il y a des comportements des générations les plus jeunes, en fait, qui sont communes partout dans le monde aujourd'hui, même si la culture locale, nationale reste encore très, très forte. Des préoccupations environnementales, je dirais sanitaires et croissantes, toutes très croissantes. Tout devient de plus en plus, tout se met de plus en plus en relief, en fait. Donc, aujourd'hui, on peut se demander quelle est la capacité des entreprises à assimiler, à absorber tous ces changements accélérés, n'est-ce pas? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jack Welch, en fait, un CEO de General Electric, qui disait que si le rythme du changement externe excède celui du changement interne, c'est que la fin est proche. Un autre monsieur disait, Eric Hoffer, un sociologue, en temps de changement, ceux qui sont ouverts à l'apprentissage deviennent champions du futur, alors que ceux qui pensent tout savoir seront bien équipés, mais pour un monde qui n'existe plus. Waouh! Qu'est-ce qui nous reste à penser? Que l'entreprise de demain sera avant tout une entreprise qui va intégrer dans sa stratégie une vraie culture adaptative. Comment s'adapter? Comment faire face aux crises? Comment faire face à tous ces changements accélérés? Et en fait, quand j'accompagne mes clients, beaucoup de clients sont des jeunes gens, en fait. Je vais vous donner 2 exemples à la fin de cette présentation.
si je peux résumer un petit peu les orientations qu'il décide de prendre, surtout quand je fais des outdoors, des team building dans les Andes ou dans les Alpes, avec ces équipes de gens qui ont une envie folle d'entreprendre et de créer vraiment l'entreprise de demain, c'est première réaction, et c'est là où le coach a quelque chose à voir, c'est comment les aider à eux individuellement et collectivement à changer les paradigmes. Mais l'entreprise elle-même, prenons-la comme un corps vivant. Eh bien, l'idée, c'est qu'elle puisse changer ses paradigmes, ses croyances, le plus vite possible, en liaison avec ce contexte qui change énormément. Comment s'ouvrir à de nouvelles opportunités créatives? Ça, c'est le deuxième axe, en fait, que j'ai pu identifier dans le cadre de mes missions auprès d'eux. Et enfin, revoir en permanence, mais en permanence, la vision et la stratégie. La vision 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc. Ça ne sert plus à grand-chose. C'est la revoir parfois 2 fois dans l'année, tellement les choses changent. Tout dépend dans quel domaine on excelle, n'est-ce pas? Dans le bâtiment, j'ai eu la possibilité d'accompagner la direction de développement durable et celle de performance et de prospective dans un grand groupe de la construction. Je ne peux pas donner le nom, mais c'est le 3e en France. Eh bien, eux-mêmes sont déjà très, très portés sur un changement de vision et de stratégie très, très rapide, alors que c'est justement le bâtiment, une des entreprises, en fait, un des domaines dans lequel les choses ne changent pas trop. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a 20 ans, on ne dédiait que 3% des investissements à la recherche et à l'innovation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est bien plus. Bien. Alors, est-ce que tout change si vite? C'est une question à nous poser. Et là aussi, vous tous, moi-même, tous, même pour des gens qui ne sont pas en entreprise, on travaille sur leurs besoins. Et je me demande s'ils changent si vite comme tous les autres paramètres ou facteurs que je viens de vous partager. Eh bien là, je vais reprendre, et pour faire honneur au Québec, que j'adore, en fait, il y a à l'université de Saint-Paul un monsieur qui s'appelle Vandré Descope. Yves Perrault, mon partenaire qui est peut-être en ligne, m'a beaucoup parlé de ça, et aujourd'hui, je m'en suis vraiment approprié de ce modèle des 5 besoins identitaires, n'est-ce pas? C'est donc cette université à Ottawa qui a développé ça, et c'est tout simple, et je l'utilise tout le temps, et ça marche. Alors là, on parle de 5 besoins qu'ont tous les hommes de cette terre et les femmes de cette terre. Et pourquoi pas imaginer l'entreprise de demain qui est un corps vivant, aussi qu'elle a ces besoins qui font à son moi, son intégrité, son identité. Eh bien, un d'eux, c'est le sens. Je pense aux générations Y. Ce que je fais a du sens. Si ça n'a pas de sens, je m'en vais. Eh bien, le sens, la cohérence de ce projet, de cette idée, de ce que je vois autour de moi, en lien avec quoi? Avec mes valeurs. Et quand ce sens n'est pas respecté, enfin, quand il y a peu de sens, ben, une des choses que je fais, c'est de me mettre en colère, n'est-ce pas? C'est un symptôme de ce besoin qui n'est pas respecté. Ensuite, si on va vers la gauche, l'action, l'autonomie. Laissez-moi bosser, laissez-moi travailler, ne faites pas du micromanagement sur moi, faites-moi confiance, donnez-moi un certain degré de liberté, d'autonomie, je vais vraiment bien faire le boulot. Ensuite, le 3e besoin, c'est celui de la reconnaissance. On a tous besoin qu'on nous dise ce qui va bien, ce qui va moins bien, n'est-ce pas? L'expression même de la confiance, à 2 sens, entre celui qui nous reconnaît et nous-mêmes, en fait, à 2 sens. La reconnaissance est fondamentale et nécessaire partout. La sécurité économique, physiologique, psychique, physique. Cette sécurité que si on n'a pas, c'est la base presque de la pyramide de Maslow, eh bien, celle qui nous empêche, si on l'a pas, de nous projeter vers l'avenir. Mais figurez-vous que plus on travaille sur la sécurité ou seulement sur la sécurité, on risque de ne pas gagner en confiance le reste.
C'est pas parce qu'en France, on augmente, on est dans un plan d'urgence avec beaucoup de sécurité un peu partout, par-ci, par-là, où des partis politiques veulent sécuriser les gens en disant qu'ils vont être contre l'immigration, etc., qu'il y aura plus de confiance en France. Non, c'est exactement le contraire d'ailleurs. Donc attention, le juste dosage entre la confiance et la sécurité est à mettre en place. Et enfin, l'appartenance, être connecté aux autres. C'est chaque fois plus important ceci. Mais ça remonte à l'époque des cavernes en fait. Voilà. Est-ce que ça change si vite ça dans la nature humaine? J'en suis pas certain. Alors Nadine, si tu es là, tu m'avais dit que tu allais m'aider à faire un quiz. Voici 2 questions que je voulais poser. Ah ben voilà, merci Nadine. 2 simples questions. L'entreprise de demain ressemblera-t-elle à des regroupements d'entreprises chaque fois plus grands, produisant des revenus et économies d'échelle substantielle? Je vais vous demander de mettre oui ou non. Et la deuxième question, est-ce que l'entreprise de demain ressemblera-t-elle plutôt à une constellation de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises fortement reliées entre elles autour de valeurs et objectifs communs? Quelle de ces 2 questions vous ressemble plus par rapport à ce que vous pensez de l'entreprise de demain? Je vous invite à mettre oui et non, oui ou non, pour chacune de ces questions. Et on verra ce que ça donne. Ne soyez pas gênés, on ne voit pas vos noms. Ça sera anonyme, mais pas confidentiel. Donc, il y a à peu près 7 personnes qui n'ont pas encore répondu, 5 personnes qui n'ont pas encore répondu. C'est quand même très stable. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui répond, je vais fermer le sondage. Et est-ce que tu voulais que je partage les résultats? Bien sûr, parce que je ne connais pas la réponse. Waouh! Donc la première, ça veut dire que non. Celui qui gagne, c'est le non, 53%, mais à peine il À gagne. peine. On est assez mitigé par rapport à... C'est vrai qu'on assiste tout le temps à des regroupements de grandes entreprises de l'automobile. On sait qu'il y en aura pas plus de 5 dans le monde dans pas longtemps. Les lignes aériennes. La tendance est là. Hein. Donc moi, je peux comprendre qu'il y ait vraiment, que la réponse soit vraiment très partagée. La tendance est là. Qu'est-ce que c'est l'entreprise de demain? Est-ce que c'est celle dans 3 ans ou c'est celle dans 2050? Ça, à chacun de le juger, n'est-ce pas? Mais en 2050, elles ne seront pas comme maintenant, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et ce que je vois, oui, c'est que l'entreprise de demain pourrait ressembler à une constellation de petites entreprises ou moyennes entreprises extrêmement liées entre elles autour de valeurs et objectifs communs. On y reviendra, mais je pense que ça parle un petit peu, si on parle de culture adaptative, Mm-hmm. la constellation ou le réseau, c'est sûr que ça sert plus à l'entreprise pour qui fera preuve de plasticité, je dirais, lors des grands changements, que des grands groupes, effectivement. Donc ça ne m'étonne pas de voir cette réponse à 68% positif pour la numéro 2. Waouh! Première fois que je fais ce quiz. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux que Merci. je le cache? Oui. Tu peux le cacher, oui, oui, ça va, on continue. Alors, c'est donc quoi accompagner l'entreprise de demain? Je trouve que le coach a un rôle capital dans la prise de conscience. Ça, c'est une vérité de la palisse. Je l'ai appris chez Coaching de gestion depuis le tout début. Mais ce que je sens que j'ai appris avec mes clients, c'est que il a un rôle capital dans la prise de conscience comme dans le changement sociétal de conscience. C'est-à-dire, il aide le client à reconnaître non seulement son contexte, comme si c'était une photo aujourd'hui, mais au-delà d'une photo, il y a comme un film en fait. Parce qu'il y a tout le temps des changements. Donc, comment aider le client
pour qu'ils reconnaissent les changements de prise de conscience de la société qui l'entoure. Et je pense que c'est avant tout ainsi que les entreprises peuvent être vraiment réinventées. Et si je me trompe pas, bon, aujourd'hui je suis PCC, un jour peut-être je serai MCC, Master Coach, j'espère. Mais si j'ai compris notre progression de ACC, PCC, MCC, chaque fois qu'on est de plus en plus coach ou vrai coach, eh bien, ce qui change beaucoup, c'est notre capacité, avant tout, dans la manière dont on fait les assises du coaching et dans la manière où on fait émerger les prises de conscience de nos clients à partir de leur reconnaissance du contexte. Ça passe par là, avant tout. Et la mise en mouvement du client est chaque fois moindre de la part du coach et chaque fois plus au client qui va se mettre naturellement en mouvement, plus il aura compris le contexte dans lequel il s'inscrit. Eh bien, je pense que l'entreprise de demain, si un coach peut aider les personnes qui intègrent l'entreprise de demain et l'organisation en soi comme un corps vivant, pour mieux s'adapter à ce contexte, ben c'est ça. Faire prendre conscience des changements de conscience. Alors, comment l'accompagner concrètement? Au niveau des personnes, bon, il y a beaucoup de manières d'accompagner le changement. Mais aujourd'hui, les personnes, et notamment les jeunes, ont besoin de se reconnaître dans cet environnement changeant. Connaître leurs limites, assumer ce qu'on est. Connaître notre potentiel, notre plein potentiel, ça c'est sûr, mais nos limites aussi. Et s'ouvrir vraiment aux différences. Ne pas les éliminer, sinon vivre avec, gérer les différences, n'est-ce pas? J'ai une collègue, justement dans notre réseau Morena, Paola, au Brésil, on a passé l'autre jour à Paris plusieurs minutes à parler de comment le coach aide son client à accompagner ces différences, ces changements de paradigme, à vivre avec. Même vivre avec ses souffrances, vivre avec ce qui lui arrive, quoi. Toujours en pensant qu'il y a une opportunité derrière qui se cache, bien sûr. Et comme disait Victor Hugo, plus fort que tous les régiments du monde, c'est l'idée dont l'heure est venue. Et donc, être prêt à accueillir cette idée, n'est-ce pas? Le coach a un rôle essentiel dans cette émergence d'idées, celle qui réinvente l'entreprise. Pas seulement l'entreprise des employés, mais l'auto-entreprise de l'employé lui-même se prend comme une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Surtout si l'entreprise est une constellation de petites unités productives très connectées autour de valeurs et d'objectifs communs, très humains, ces relations très humaines, une forte perméabilité vers l'extérieur, de générosité de l'entreprise vers l'extérieur. Je me demande d'ailleurs si les brevets vont continuer à exister dans quelques années, n'est-ce pas? Parce qu'on va être tellement transparent. Et la différence, on va la faire avec notre capacité de faire émerger l'idée. Je me souviens avoir eu il y a quelque temps un client qui était un fan de lecture. Et en plus, un informaticien. C'était quelqu'un, je faisais du coworking à Bordeaux dans le domaine du numérique. En fait, c'était une association du numérique, le Node. Et j'étais là, je ne coachais pas là, sinon je travaillais, je faisais mes rapports, etc. Et ce fan de lecture, je l'ai coaché. On est sorti, on a été prendre un café, je l'ai coaché et il disait, j'adore lire, j'adore aller dans les librairies, j'adore me prendre une pause café. Tu sais, ces librairies modernes qui font une alliance entre le café, l'ordinateur et les livres, j'adore ça. En même temps, je vais chez Amazon et j'achète mon livre, les prix sont en général plus faibles, le choix est énorme, mais je trouve qu'ils prennent un peu de temps. À me délivrer le livre, ça prend beaucoup de temps. Une journée, 2 journées, ça peut être insupportable pour moi parce que je suis vraiment passionné à l'idée de pouvoir lire ce livre. Et je lui dis, et alors, qu'est-ce que tu fais avec ces deux choses que tu viens de dire?
et un grand silence s'installe. Je l'ai laissé réfléchir, sentir. Je sais, François, je vais faire une application qui va faire de sorte que les gens, quand ils iront à Amazon, tout de suite, cette application va se déclencher et va dire à cette personne-là si ce livre qu'il est en train de chercher est ou pas dans les librairies de son quartier. Comme ça, il aura le choix, soit de commander avec des frais de port parfois importants à Amazon, soit d'aller chercher à sa librairie préférée son livre. Je n'ai plus revu cette personne-là. Mais je suis conscient qu'il y a une belle idée qui a émergé. Et cette idée, probablement, il l'a eu d'ailleurs, et peut-être d'autres personnes. Pas peut-être, c'est vrai. J'ai vu un programme que j'aime bien, Télématin le matin, où il y a une personne qui s'occupe du web et qui nous a annoncé qu'une personne a créé une application qui s'appelle Killer Amazon, qui est exactement ça. Est-ce que c'est le résultat d'un changement de conscience? Mais il y a une forte convergence entre ce que m'avait dit ce gars-là dans le Node à Bordeaux il y a quoi? Il y a 2 ans? Et ce que j'ai vu avant-hier. Waouh! Laisser émerger par le silence parfois les idées. Les leaders, un leadership revisité, hein, eh bien c'est quoi? C'est l'aider à se connaître mieux et ses équilibres. Pour cela, on a beaucoup d'outils pour cette connaissance de soi. Vivre son présent, ici, maintenant, comme le font nos jeunes aujourd'hui, pour construire son futur. Avoir une attitude coach, pas seulement vis-à-vis de son équipe, mais à 360 degrés, au boulot et à la maison. Eh bien, je pense que les écoles de coaching, nous les coachs, on a tout à apprendre par des questions ou parfois par des formations directement à nos leaders, avoir une attitude coach. Une communication efficace et inspirante, bien évidemment. Une gestion de conflits en mode win-win, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Yves Perrault, qui est avec nous, il s'occupe justement dans le ministère de Ressources humaines du Canada, avec son département de gestion de conflits par voie informelle, à mettre en place un système de gestion de conflits au niveau de tout le ministère, auprès de 23 000 fonctionnaires. Waouh! Et en plus, il est coach, venant de coaching de gestion. Eh bien, j'apprends beaucoup de lui sur ça, la gestion de conflits à l'échelle individuelle ou interpersonnelle et à l'échelle systémique, comme celui d'un ministère, ou beaucoup d'entreprises au Canada. La résolution de problèmes, bien évidemment, et la résolution des crises qui surviennent de plus en plus. N'est-ce pas? Donc, au niveau organisationnel, quels sont les enseignements que j'ai pu tirer de mon vécu avec mes clients? C'est, eh bien, la conduite du changement vers un modèle efficace de business élargi, perméable, souple, efficient. Faire mieux avec moins. Pas faire plus avec moins. Faire mieux avec moins. Et décentraliser. Ça, les gens, avec mes clients avec qui on parle de l'entreprise de demain, généralement, ils ont comme premier réflexe de décentraliser les choses. Alors. Et tout ça autour de valeurs, visions, objectifs, projets communs, qui répondent vraiment aux besoins identitaires des personnes et de l'entreprise elle-même. La culture du respect. Attention, le respect se produit dans des grosses boîtes. J'ai encore été l'autre jour à une grande banque française. J'avais un ancien confrère chez Suez qui aujourd'hui est le directeur de l'IT. Et cette grande banque a 30 000 personnes qui s'occupent de l'IT. Et lui les conduit. Et il me disait, tu sais, c'est une grosse boîte, etc. Mais tu sais, je vois le respect que les gens ont les uns pour les autres et pour la hiérarchie, etc. Donc, par moments, je sens que je suis dans le business as usual,
Et d'autres moments, je sens que je suis dans une entreprise quand même encore à caractère humain alors qu'elle fait presque 200 000 personnes. Intéressant, ça. Bien. Une intelligence collaborative. Combien de plateformes collaboratives sont en train d'émerger en ce moment, créatifs et adaptatifs? Il y en a beaucoup. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre auberge espagnole Morena Coaching International. Et alors, surtout les jeunes, comment les garder dans l'entreprise? Parce que ils zappent, comme ils disent. Aujourd'hui encore, la jeune qui m'emmenait dans sa voiture, moi je zappe tout le temps je zappe. Et donc, je reste dans une entreprise, je pars, je reste, je pars, etc. Eh bien, Google, par exemple, a compris ça très très vite. Il a créé des espaces innovants de partage. Et aujourd'hui, il y en a chaque fois plus. Hein. Vous voyez ces petites photos là, mais ça vient de Google, par exemple. Du temps suffisant pour l'émergence d'idées. Le temps étant quelqu'un qui n'aime pas qu'on fasse les choses sans lui, bien sûr. Et si l'avenir est porté sur les idées, plus que la réalisation des choses, eh bien, attention, on a, nous, un rôle, les coachs, d'aider à augmenter le champ d'expansion et le bourgeonnement des idées, bien évidemment. La communication et le leadership à attitude coach, on l'a déjà dit. Le développement du personnel dans son plein potentiel, c'est nous, c'est la base du coaching, bien évidemment. Hein, donc, il y a des choses qui restent en place, même si c'est l'entreprise de demain. La prévention à l'exposition au risque du stress et du burn-out. Comment réussir? Et quand on parle avec nos clients payeurs, qui sont en général des ressources humaines, eh bien, on s'intéresse quand même à savoir quelle est l'exposition au risque de nos clients, etc. Et quand on les coach nous-mêmes, ces gens-là, ils prennent le réflexe de se dire, ben, je vais être plus soucieux sur la qualité de vie du personnel au sein du travail. Je vais utiliser des indicateurs pour me rendre compte si une personne va ou pas avoir un burn-out. Donc, ça vient de plus en plus hein, dans la tête des gens. La tête dans le cloud, les pieds sur terre, bien sûr. Au service d'une terre plus humaine, plus verte. Un peu comme ce dessin que m'a fait mon client sur Miami, qu'il le verrait bien plus vert encore au niveau des immeubles. C'est rigolo, mais en fait, c'est une réalité. Vous voyez, par exemple, cet hôtel Hilton à Santiago du Chili, c'est du réel. Toute sa façade est couverte de verre, en fait. Aussi, le coach aide à donner du sens à ce qui se passe dans l'entreprise et à la fluidité. D'un côté, on a l'entreprise qui est un corps vivant, et là, une âme, en fait. Hein, une âme qui se traduit par deux mots-clés qui est la vision et la mission de l'entreprise, hein, et qui se cultive et qui est en permanence en interface avec les personnes qui travaillent pour cette entreprise. Ces personnes ont des égos, hein, alors que l'âme de quelqu'un ou d'une entreprise, c'est un peu ce sentiment d'appel qu'on a quand on est né, en fait, on est appelé pour faire quelque chose, eh bien, au sein de l'entreprise, les égos, c'est quelque chose qui apparaît systématiquement quand on est dans cette terre, pour nous protéger. On les aura tous, mais quand une entreprise vraiment fonctionne au diapason de son âme, eh bien, les égos se rangent autour des ambitions et des rôles, et les choses marchent. Quand l'âme se perd dans une entreprise, les égos commencent à lutter entre eux, et les comportements difficiles deviennent extrêmement importants et nuisibles au sein d'une entreprise. Eh bien, le coach, s'il peut aider à faire prendre conscience sur ce phénomène, en fait, qui d'ailleurs a été un peu conceptualisé par Robert Dilts à l'époque, un fondateur de la PNL, eh bien, s'il peut aider à donner du sens à l'entreprise dans cette direction, sans être inductive, et aider les gens à se débunkériser, à se décloisonner au sein d'une entreprise, eh bien, je pense que ça aide énormément les entreprises actuelles à devenir des entreprises de demain. Alors, les exemples que j'ai pu vivre en fait très récemment en Suisse, c'était par exemple un groupe de jeunes gens, et pas si jeunes que ça, dans l'écologie industrielle. Je ne peux pas faire de nom, mais c'est probablement l'entreprise, pas par sa taille, mais par les concepts qu'elle met en place,
d'une synergie, d'une harmonie entre le milieu urbain, l'État, le public, l'industriel, l'urbain, l'écologique, etc. C'est une entreprise qui m'a demandé de faire un outdoor, en fait, un team building, en fait, dans les Alpes. Et on a travaillé 2 jours de suite. Et on a fait des jeux, bien sûr, pendant nos breaks. Je leur ai demandé de changer les chaussures de place, enfin, d'échanger leurs chaussures. On a fait plein de trucs. C'était très amusant, mais essentiellement, tout a tourné autour de 4 séances de coaching, de 2h30, 3 heures chacune, avec un break au milieu, qui était porté sur pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on voudrait faire dans l'avenir et comment on va s'y prendre. Et ça a marché du tonnerre. Et aujourd'hui, elles sont organisées par des... Ils ont travaillé essentiellement sur leur swing. Leur swing, c'est-à-dire la force, celle de Tiger Woods, par exemple, que son coach a reconnu lorsqu'il jetait, il a envoyé les balles très longues, c'était sa grande force, n'est-ce pas? Et le coach a travaillé sur ses forces et non pas sur d'autres défauts qu'il avait, notamment sur les balles courtes. Donc, j'ai simplement donné cet exemple de Tiger Woods, qui est devenu le meilleur swinger du monde en golf, et eh bien, il s'est avéré qu'ils ont adopté le mot swing et aujourd'hui, ils travaillent avec, ils ont groupé certains projets. Aujourd'hui, l'année 2016 va être complètement de transition, mais ils changent complètement de paradigme et aujourd'hui, Apple devient, par exemple, leur client, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un petit exemple et c'est impressionnant à la vitesse qu'ils sont en train de grandir, mais en qualité et en quantité. Un autre exemple, c'est au Chili, une société d'ingénierie conseil dans le monde de l'eau, qui est un petit peu le David par rapport au Goliath d'autres entreprises qui assistent la ville de Santiago et d'autres villes dans ce pays qui est long de 5000 km, 4500. Et c'est une petite entreprise qui m'a demandé de faire un outdoor, cette fois-ci dans les Andes, ça a été au mois de décembre, et aussi une petite équipe est très jeune, et j'ai décidé de travailler seulement sur les besoins identitaires de chaque personne, c'est un groupe de 12 personnes, et de l'entreprise, les 5 besoins identitaires. Et c'est ainsi qu'ils se sont projetés vers l'entreprise de demain. Aujourd'hui, ils sont, en 1 mois et demi, pratiquement, ils ont augmenté de 30% le personnel. Ils travaillent, certains en télétravail. Ils ont une façon extrêmement souple de travailler. Et la ville de Santiago les a contractés pour un contrat de 1 million de dollars pour travailler sur les nitrates et d'autres aspects critiques dans l'approvisionnement de l'eau. Enfin, je voudrais terminer avec oui, c'est bien ce capital intangible dont on parle, hein, le capital humain, là où la valeur est dans les valeurs et le bien commun. Pour moi, c'est ça l'entreprise de demain. Et un coach, comment peut-il aider en quelques mots à comprendre les changements qui vous entourent, les clients? Comprendre la vague ou les vagues qui viennent vers nous. À gérer votre relation avec les changements. Comment je me relie avec ces vagues, c'est-à-dire mon mode de surfing. Comment je surfe sur ces vagues. Mais aussi et surtout, créer soi-même en entreprise de demain le changement pour soi-même et autour de nous-mêmes. Et là, c'est peut-être laisser complètement la table de surf et faire du windsurf, du kitesurf ou je ne sais quoi. Et comme me disait mon ami Jean-Luc Penning hier, qui doit être aussi connecté à notre conférence et qui est coach leader brillant de cette belle école de coaching, eh bien, il me disait, c'est une idée qui est sortie entre nous deux, hein, là. Waouh, le windsurf, le kicksurf, c'est finalement aller sur d'autres horizons à 360 degrés, ne pas rester confiné à une vague. Mais c'est ça pour nous l'entreprise de demain. Mais je vous remercie beaucoup de votre patience et de ce partage. J'aimerais bien pouvoir vous poser une question. Qu'avons-nous les coachs envie de changer dès demain? Merci beaucoup et je suis complètement ouvert et j'ai bien envie d'accueillir vos questions et de partager encore un peu pendant ce petit quart d'heure qui nous reste.
Merci beaucoup, François. Donc, si vous avez le goût de prendre la parole, levez la main. On va tenter d'allumer vos micros. Ou encore, vous pouvez inscrire vos questions, vos commentaires, peut-être des points que vous aimeriez qu'on discute un peu en forum. Et toi, François, qu'est-ce que tu as le goût de changer dès demain? Quelle bonne question que tu me poses. Hein? Je n'avais pas pensé que je devais la répondre. Je crois que augmenter la quantité de silence que j'ai envie de faire auprès de mes clients. C'est ça. C'est ça, oui. Je me souviens de petite expérience. Peter, un client à Birmingham, dans une usine, il me disait, tu sais François, je le coachais. François, j'ai une équipe donc de 15 personnes, je suis le financier de cette boîte, je dois répondre à Atlanta, je dois répondre à Zurich, je suis dans l'urgence tout le temps, je bosse comme un chien. Et tes gens, à quelle heure ils partent chez eux? De 17 heures. Et toi? 21 heures, 22? Et ta femme, comment elle prend ça? Je suis presque au divorce. Ah, d'accord. Et j'ai fait un grand silence, j'ai rien dit du tout. Seulement, il me dit, François, je suis en train de faire leur boulot. Ah, encore un silence. François, dans 3 mois, nous partons tous à 6 heures du soir. Waouh! Je te jure, François, ça sera comme ça. Et ça a été comme ça. Hmm. J'ai rien fait. En plus, on me payait. Vive le coaching. Vive le coaching. Oui. Pendant la conférence, tu as fait allusion à l'âme et aux âmes et à l'ego quand on perd l'âme de l'entreprise. Et tout récemment, je travaillais avec une gestionnaire d'une équipe d'autres gestionnaires et elle dit « J'en peux plus, il faut que je refasse leur travail à tout coup parce que si je le fais pas, c'est moi qui me fais engueuler. » Et puis, on a parlé, et ça, c'est une question qui revient régulièrement chez les gestionnaires. Je fais le travail, je fais leur boulot. Et je lui ai demandé à quoi ils aspirent, tes gestionnaires. Et elle m'a dit, ben, je veux qu'ils soient les meilleurs. Ah, mais ça aussi, c'est une réponse que j'entends souvent. Et puis, je lui demande, c'est intéressant, tu veux le mieux pour eux, mais je reprends ma question. À quoi ils aspirent? Ah, donc là, on a changé la perspective. On a ramené à l'âme de l'entreprise plutôt que des âmes perdues. C'est comment on va aspirer ensemble? Comment on va passer de je à nous? Absolument. Mhm. Absolument. Quand tu dis ça, je me souviens d'un atelier créatif que notre amie Sophie Harvey, Mhm. qui est en ligne, je pense, Mhm. qu'on a fait en octobre, elle m'a invité. Et c'était un peu ça ce on a vécu, et les silences et les idées sortaient entre des gens qui ne se connaissaient pas entre eux. Waouh! Elle, c'est notre spécialiste créative, hein, notre coach créatif. Voilà. Elle innove tout le temps avec ses clients. Mhm. Je pense que ce point-là que tu as touché par rapport à l'âme et se ranger sous l'âme et aspirer à quelque chose de mieux, c'est une condition essentielle pour créer la confiance, la connexion entre les personnes pour avoir cette créativité, ce partage d'idées, cette création de nouveaux concepts à partir de ce qu'on partage. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient peut-être partager une expérience ou poser des questions?
Levez la main. Ne répondez pas tous à la fois, s'il vous plaît. On vous entend pas. Donc, pendant que vous pensez à écrire vos questions, je vais en profiter pour vous inviter à la prochaine conférence qui aura lieu jeudi 17 mars à 16h, heure avancée de l'Est. Ici au Canada, nous changeons d'heure la nuit du 12 au 13 mars, alors qu'en Europe et dans certains pays de l'Afrique du Nord, il y a un changement d'heure qui a lieu autour du 27 mars. Pour ces gens-là, la conférence aura lieu 1 heure plus tôt qu'à l'habitude. Donc, au lieu d'avoir lieu à 22h Paris, ça sera à 21h Paris pour la prochaine téléconférence, que va nous présenter une autre collègue coach issue de coaching de gestion, Corinne Marquet, qui va nous parler des réseaux sociaux, justement, et comment ça peut aider dans le développement des affaires, particulièrement chez les coachs. Jeudi 17 mars. Et là, j'ai perdu mon petit écran de questions ou de main levée. Toujours pas de questions de main levée. Soyez pas gênés. Je peux me permettre de partager 2 idées pendant que... Une, j'ai vu des statistiques sur le nombre d'entreprises qui ont fusionné entre elles. C'est la tendance actuelle, hein, pour faire des gros conglomérats. Apparemment, 70% de ces entreprises n'ont pas réussi leurs objectifs principaux de la fusion. 70% n'ont pas réussi à faire ce qu'ils attendaient vraiment faire avec des fusions. Important, ça. Deuxièmement, il me vient à l'esprit que l'entreprise de demain sera faite dans une économie mondiale différente. Avez-vous pensé qu'un jour, la croissance pourrait être 0 dans le monde? Comme si, imaginez, c'est comme si la Terre arrêtait de tourner. Peut-être faudrait-il déjà réfléchir. Donc, construire une entreprise de demain sur la base de paradigmes du passé, sur une économie purement du pétrole, etc., c'est déjà peut-être orienter l'entreprise vers une impasse. Attention, c'est pas tendancieux ce que je dis, c'est des réalités. Est-ce qu'on pourra grandir à 1 digit, en fait, ou 2 digits indéfiniment? Je ne suis pas certain que la Terre puisse soutenir cela, sur le plan environnemental, sur le plan des ressources, tout simplement, n'est-ce pas? Donc, se préparer à ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu insinues ici. Hein. On va commencer par avoir le dollar à parité du euro, ça serait merveilleux. Pas demain, peut-être après-demain. Mais après ça, une autre monnaie d'échange, pourquoi pas? Tout à fait. Ouais. Et j'ai eu le plaisir d'organiser le ICF On Tour pour la France, c'est-à-dire il y avait un bon nombre de pays qui, pour les 20 ans d'existence de l'ICF, organisaient un événement. Et donc, un de mes premiers invités, c'était Jean-Luc Pelling, bien sûr, qui est venu nous parler d'un monde sans frontières. Il y avait aussi Leda Touraï, qui est aujourd'hui, comme on a invité, qui est aujourd'hui la présidente d'ICF. Des témoignages absolument merveilleux. Et tous, on arrivait à la même conclusion qu'en fait, les frontières vont sauter, en fait. Elles vont sauter. Ce qui va se renforcer, c'est probablement ce côté tribal que les gens, le sentiment d'appartenance locale va continuer à rester. Jean-Luc parlait du régionalisme, en fait, n'est-ce pas? Un fort ancrage. Il y a des choses qui vont pas tellement changer, compte tenu de ces besoins identitaires. Donc, à ne pas perdre de vue ce qui existe depuis le temps des cavernes. Hein. Le coach doit voir ça aussi. Tout à fait. Il y a Marie-André qui sent le grand défi de gérer l'âme de l'entreprise versus les âmes dans l'entreprise, particulièrement dans une grande entreprise.
quel conseil tu lui donnerais pour créer ce mouvement des âmes vers l'âme? Le mouvement de, si tu peux. Ce sont mes mots. C'est quoi tes conseils pour aider à gérer l'âme de l'entreprise? Bon, on en a beaucoup discuté avec les partenaires de notre réseau et avec nos clients, n'est-ce pas? Nous avons, si je peux résumer ça, un peu par expérience, ce qui nous arrive souvent, c'est que il n'y a pas un diktat. On ne doit pas dire ce qu'il faut faire. D'abord, on est des coachs avant tout. Dans un premier temps, auprès d'une entreprise, en général des entreprises pas trop grandes, parce que ce qu'on fait avec eux, avec elles, l'idée c'est que ça ne se dilue pas en fait. Quand on parle d'un grand conglomérat, un seul coach a très peu d'impact en fait. Ça dépend si c'est le coach du président, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Mais l'idée c'est aider à l'équipe de direction à trouver cette âme ou la retrouver. Parce que parfois, elle s'est perdue. Comme dit Yves Perrault très souvent, il faut déconstruire pour reconstruire. Donc, quand on fait un team building, en fait, ou un outdoor, en fait, avec du coaching, on les aide à retrouver cette mission et cette vision de l'entreprise. Après, comment partager ça avec le reste de l'entreprise? On commence par un cercle un peu plus élargi, qui est un workshop, par exemple, entre la direction générale et des gens qui font partie de ces gens que nous avons interviewés avant l'outdoor pour avoir un diagnostic, une photo de ce qui se passe avec la culture organisationnelle de l'entreprise. À partir de là, se crée en fait un mouvement que l'on appelle un premier envol, en fait. Un premier envol avec les moyens du bord, avec ceux que vous avez, par quick wins, par petits pas, petites réussites. Pourquoi faire? Pour gagner de la confiance entre nous dans ce qu'on fait. Et c'est là que l'âme réémerge. Après, quand on est en vol de croisière, on mesure si ce vol est durable, en fait. Et on se prépare au deuxième envol, où probablement l'entreprise va avoir besoin de financement externe, de prise de risque contrôlée, etc., d'autres moyens. Mais sur la base de quoi? D'une confiance gagnée et d'une âme bien plus précise qu'avant et qui fédère les gens autour de quelque chose qui est, oui, la confiance. Alors, si je me permets humblement de répondre à cette question, oui, c'est pas si facile de le faire dans une grande entreprise, bien sûr. Tu parlais de fusion tout à l'heure et j'échangeais avec un autre coach qui coachait le président d'une entreprise qui avait fait une fusion et qui s'apprêtait à être mise en place et ils ont décidé de faire un lac à l'épaule, comme on appelle chez nous, donc les travailler, les cadres supérieurs ensemble et ça a été très difficile pendant une semaine. Et le dernier jour, le président est arrivé, il a dit j'ai pas dormi de la nuit. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis trop exigeant, que je peux perdre mon tempérament très rapidement, blablabla, je suis pas parfait. J'aimerais savoir, parmi vous, combien de personnes ont déjà vécu une fusion? Presque tout le monde a levé la main. Ensuite, combien d'entre vous ont vécu une expérience positive dans cette fusion? Personne n'a levé la main. Il a dit, la fusion qu'on veut faire, j'aimerais que nous travaillions ensemble pour en faire une expérience extraordinaire et positive. Et quand il s'est ouvert pour dire à quel point il n'était pas parfait, puis il a dit qu'il pouvait continuer la liste, ça a comme déclenché un niveau de candeur entre les gens qui étaient présents pour accroître la confiance et les idées ont commencé à émerger.
Ils ont pensé à c'est quoi les expériences qu'ils ont vécues. Ils ont écrit le film tel qu'ils l'avaient vécu et ils sont allés réécrire les scénarios pour ce qu'ils voulaient vivre comme fusion. Donc, c'est pas parce que ça a été fait d'une façon dans le passé qu'on peut pas réinventer pour le futur. Tout à fait. Il y a des entreprises qui ont vraiment beaucoup de mal à fusionner culturellement. Je prends deux entreprises européennes, une française et une hollandaise, je ne veux pas donner de nom. Elles ont fusionné depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, c'est que maintenant, cette année, qu'ils ont fait des revenus positifs ensemble, et probablement parce que le pétrole est moins cher aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de douleurs et il y a beaucoup d'efforts à rassembler ces cultures-là. Donc, il y a du très bon travail de fait. Mais c'est extrêmement ardu, n'est-ce pas? Et si à cela, par-dessus le marché, vous mettez en place une organisation matricielle, non pas pyramidale, par exemple, c'est encore plus chaotique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'en sortent. Ouais. Alors, notamment celles qui savent gérer les conflits. ou celles qui savent saisir les conflits en opportunités et les transformer en opportunités de collaboration. Tout à fait. Ma position, tu as ta position. Quelle autre position peut émerger de tout ça? Bien sûr. Et notamment dans les conflits, au début des conflits et non pas attendre la fin des conflits. Donc, comme dit Yves, c'est toujours un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau quand même. Alors, François, s'il n'y a pas d'autres questions qui émergent, je tiens à te remercier sincèrement de cette présentation intéressante qui a piqué la curiosité et qui faisait émerger les idées. Les idées flottaient pendant que tu parlais et parfois je devais me discipliner à revenir parce que il y avait beaucoup de concepts. Un grand merci à toi. Merci aux participants également d'avoir été avec nous. On espère vous retrouver pour la prochaine téléconférence le 17 mars. Et merci encore. Merci à vous tous. Merci Nadine, comme toujours. J'adore la manière dont tu introduis les choses, dont tu mènes les webinars. C'est toujours d'un professionnalisme et d'une chaleur humaine exceptionnelle. Et merci à vous tous, à toutes les personnes qui sont dans la liste que je vois en ce moment. Merci de votre temps et de votre partage aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.